C'est un sujet qui attire actuellement l'attention de l'opinion publique. La famille de Chéribin Okende annonce qu'un nouvel élément de l'enquête sur l'assassinat du député national sera dévoilé ce mercredi en Belgique. Pendant ces temps, à Kinshasa, la nouvelle demande de liberté provisoire pour les journalistes Stanis Boujakira a été rejetée. Finalisation de la production du matériel électoral commandé à la société cohérente Mirou System. Le constat est plus que satisfaisant selon Denis Kadima. Probable candidature unique de l'opposition à la présidentielle du 20 décembre prochain en République démocratique du Congo. Les tractations seraient en cours selon des sources proches de l'opposition. Voilà pour les sommaires. Madame, Messieurs, bonsoir. Ouvrons cette édition avec les nouvelles du front en mission d'inspection et de commandement à Goma. Le chef d'État-major général des FARDC, le général d'armée Christian Chiwewe, a annoncé ce mardi la nomination du lieutenant général Fall Sikabwe, coordonnateur des opérations militaires dans la province du Nord Kivu. Plus de détails avec Martial Bendelo, notre correspondant sur place. Il faut plus d'efficacité et de performance pour les hommes des troupes déployés au Nord Kivu afin de venir à bout de l'agression dont la RDC est victime de la part du Rwanda sous le label du M23. L'armée y travaille minutieusement, ce qui justifie d'ailleurs cette nouvelle mission du chef d'état-major général des FARDC à Goma. Le général d'armée Christian Chiwewe a réuni ce mardi tous les commandants des grandes unités des FARDC déployés dans la zone pour un réarmement moral, des consignes y compris, mais aussi l'annonce de quelques mesures. Parmi ces nouvelles mesures, la nomination d'un coordonnateur des opérations militaires au Nord Kivu, à qui devra désormais se référer le commandement de toutes les opérations militaires en province qui restent tenues par le gouverneur militaire, révèle le lieutenant-colonel Ndjike Kaiko Guillaume, porte-parole de la 34e région militaire. Une mesure très importante a été annoncée aux autorités militaires de la place, laquelle mesure consiste à la nomination d'un coordonnateur des opérations. Le lieutenant-général Sikabwe Fall, qui se trouve être le commandant de la force terrestre. C'est pour dire que le gouvernement militaire est bel et bien gouverneur ad intérim et il continue sa mission de commandant des opérations. Mais tout ce qu'il aura à poser dans le cadre de sa mission sera désormais coordonné par le lieutenant-général Sikabwe Fall. L'objectif est aussi de booster la performance des forces armées de la RDC en ces périodes de guerre contre les agresseurs de la RDC et qui seront certainement vaincus par la République. La famille de Chéribin Okende a annoncé qu'un nouvel élément de l'enquête sur l'assassinat du député national sera dévoilé ce mercredi en Belgique. Pour ce faire, les Okende ont eu recours à un avocat belge, Alexis Dessoef, qui animera le point de presse en question. Pendant ce temps, à Kinshasa, la nouvelle demande de liberté provisoire pour les journalistes Stanis Boujakira a été rejetée. D'après l'annonce du point de presse qui se tiendra ce mercredi à Bruxelles à 14h, les nouveaux éléments majeurs découverts dans l'enquête amènent cette affaire dans une dimension internationale. La famille des Chérubins Okende a sollicité un avocat belge, maître Alexis Dessoef, avocat au barreau de Bruxelles, spécialiste en droits humains, afin de rejoindre l'équipe de défense constituée à Kinshasa après l'assassinat. Dans la foulée, les avocats annoncent également qu'une plainte a été déposée en Belgique par la famille et que les premiers éléments de réponse seront connus dès demain au Presse Club Bruxelles Europe. Assassiné depuis le mois de juillet de l'année en cours, dans des circonstances non encore élucidées, ou du moins révélées par les enquêteurs de l'État, son corps sans vie demeure jusqu'à ce jour à la morgue. La seule version publiée par le média Jeune Afrique mettant en cause les renseignements militaires a été strictement démentie par le gouvernement et a même occasionné l'arrestation du journaliste congolais le plus suivi sur Twitter, Stanislas Boujakira, correspondant du média dans le pays. À ce sujet, le journaliste s'est fait refuser ce mardi encore une énième demande de liberté provisoire, malgré que le dossier, le maintenant en prison, manque des indices sérieux de culpabilité d'après ses avocats. La semaine dernière encore, une enquête de Reporters sans frontières avait démontré que le journaliste qui n'a pas signé l'article, soit dit en passant, n'a été ni le premier ni le seul média à relayer cette version déjà révélée par un politicien de renom dans le pays. Les avocats ont demandé sans succès pour le moment une contre-expertise pour clarifier les contradictions de l'accusation, notamment en ce qui concerne la prévention de fabrication d'un sceau de l'ANR qui pèse sur le journaliste.
L'autre sujet au cœur de l'actualité, c'est le dossier Salomon Kalonda devant la haute cour militaire à la prison d'Indolo après les dénonciations de la société civile, des organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme sur la détention de Kalonda. Les regards des cadres et militants du parti politique Ensemble pour la République sont arrivés sur la décision de la haute cour militaire concernant l'évacuation ou pas du conseiller de Moïse Katumbi pour se faire soigner dans un établissement hospitalier approprié. Plus des détails dans cet élément de Jean-David Kilolo. La ville de Kindu se réveillait ce matin au rythme d'une manifestation des militants du parti politique Ensemble pour la République. Ces derniers ont investi les rues de Kindu pour réclamer la libération de Salomon Kalonda, aux représentants de ce parti de l'opposition dans le maniement. Originaire de cette province de l'espace Grand Kivu et proche collaborateur de Moïse Katumbi Tchapoué, Salomon Kadela est en détention à la prison militaire de Ndolo, attendant l'épilogue du procès qui l'oppose à l'État congolais devant la haute cour militaire de Kinshasa. Venons de marcher pacifiquement pour exprimer notre vive indignation face à la violation du droit aux soins de santé de notre camarade Salomon Ibi Kalonda Dela, son évacuation vers une structure sanitaire appropriée, l'implication personnelle du chef de l'État et président de la République. Malade et exposé à un risque élevé d'AVC, Salomon Kalonda, admis exceptionnellement dans une formation médicale, n'a pu participer aux 2 dernières audiences de son procès, ce qui a poussé le ministère public à solliciter à la Cour de se déplacer à l'hôpital où il est interné pour poursuivre les instructions. C'est en dépit de la requête des avocats de la défense de remettre la suite du procès dans 3 mois, le temps pour leur client de retrouver sa santé. Alors que l'arrêt des juges sur ces requêtes est attendu, des organisations de la société civile ont donné de la voix depuis samedi pour solliciter l'implication personnelle du président de la République de manière à obtenir de la justice en sa qualité de magistrat suprême d'accorder ces 3 mois à Salomon Kalonda pour se faire soigner dignement. Un message similaire a été lancé à l'endroit du président Félix Tshisekedi par les militants d'Ensemble pour la République, rappelant au chef de l'État que Salomon c'est votre compagnon de lutte et brandissant la disposition de la Constitution qui fait de la liberté un droit et de la détention une exception. Le président de la Commission électorale nationale indépendante est en mission officielle à Séoul, en Corée du Sud, depuis lundi 6 novembre 2023, accompagné d'une délégation. Denis Kadima s'y est rendu pour suivre la finalisation de la production du matériel électoral commandé à la société coréenne Miro System. Sur place, son constat est plus que satisfaisant. Gloria Mbouya. Au lendemain de son arrivée, le patron de la centrale électorale a tenu une séance de travail avec les responsables de Miro System au siège de cette firme coréenne où il a apprécié le travail accompli en synergie avec les équipes de la CENI dépêchées depuis plusieurs semaines dans l'objectif d'équiper l'institution du matériel électoral adapté, notamment le dispositif électronique de vote qui servira aux élections prévues mercredi 20 décembre 2023 en RDC. En outre, Denis Kadima s'est rendu à l'entrepôt central de Miro System pour confirmer le rapport établi concernant le matériel déjà prêt à être expédié en RDC. Le président de la CENI s'est dit satisfait. Je suis très satisfait parce que tout le travail qui était très intensif a été fait. Vous pouvez voir derrière moi, il y a plein de matériel, il y a plein de choses qui sont déjà fabriquées et qui n'attendent que d'être expédiées au pays. Comptant sur l'expertise de son institution dans sa capacité logistique, Denis Kadima ne doute pas de la détermination de la CENI à relever le défi de la tenue des élections dans le délai constitutionnel. J'aimerais vraiment que nos compatriotes sachent que le 20 décembre, c'est la date des élections et tout est mis en œuvre pour que les élections aient lieu à cette date. Le patron de la centrale électorale est revenu sur le caractère irréversible de la tenue des élections après chaque quinquennat en RDC. Nous sommes vraiment dans le bon parce que notre programme est suivi scrupuleusement. Notre calendrier est respecté avec toute la rigueur voulue. La CENI veut faire partie de la solution. Il a par ailleurs demandé à ceux qui ont encore des hésitations de se préparer pour participer à ces scrutins combinés.
À moins de 2 semaines du début de la campagne présidentielle en République démocratique du Congo, les leaders de l'opposition qui avançaient en ordre dispersé ont accepté de se réunir. Finalement, nous apprenons que les tractations seraient en cours en vue d'une candidature commune. 5 leaders sont concernés par cette démarche politique et auraient dépêché discrètement leur lieutenant en Afrique du Sud pour évoquer cette hypothèse. Se dirige-t-on vers une candidature commune de l'opposition? C'est la grande question qui taraude les esprits à moins de 2 semaines de la campagne électorale et à 1 mois pratiquement de l'élection présidentielle. D'après Jeune Afrique, plusieurs personnalités de l'opposition ont accepté de dépêcher leur lieutenant en Afrique du Sud pour évoquer l'hypothèse d'une candidature commune. Ces tractations, qui concernent principalement 5 leaders de l'opposition, ont été enclenchées et sont actuellement en cours au pays de Mandela et devraient, si tout va bien, aboutir au choix d'un candidat commun qui représentera l'opposition à la course pour la magistrature suprême. La candidature unique de l'opposition reste pour le moment une des options politiques idéales dans une élection présidentielle à 1 tour. Qui de Martin Fayulu, Delis Sanga, Matata Mponyo, Moïse Katumbi et Denis Mukwege sera désigné par l'opposition afin de faire face à Félix-Antoine Tshisekedi, président sortant et candidat de l'Union sacrée. Le suspense reste jusqu'alors total. Les leaders de l'opposition sont appelés à privilégier l'intérêt supérieur de la nation, alors que la Commission électorale nationale indépendante continue quant à elle de confirmer la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Certains leaders de l'opposition se disent très préoccupés par la suite du financement du processus électoral. Les élections de décembre 2023 vont intervenir dans un contexte de crise sécuritaire provoquée par les attaques du M23, appuyées par l'armée rwandaise. La problématique de l'Est de la RDC reste, sans nul doute, un défi à relever pour le futur locataire du Palais de la Nation. La question de la campagne électorale avant la date prévue ne semble pas concerner la ville de Kinshasa. À plus ou moins 10 jours de la campagne proprement dite, les rues de la ville respirent déjà la campagne. Des affiches qui annoncent les ambitions et qui incitent au vote comme s'il n'y avait pas de régulateurs. Le constat de nos reporters ce mardi. La date prévue pour la campagne électorale de 2023 est du 19 novembre au 18 décembre. À cet effet, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication avait évoqué des mesures pour mettre en garde les candidats à tous les niveaux sur une éventuelle pré-campagne. À Kinshasa par exemple, le constat est amer. La capitale est déjà bondée des affiches avec slogan de campagne, que ce soit pour les législatives ou pour la présidentielle. Les réseaux sociaux, n'en parlons pas. C'est comme si l'attention des régulateurs n'était focalisée que sur les chaînes de télévision. Ces affiches, bien que le numéro de vote n'y est pas, le message est incitateur. D'où ces interrogations sur la loi électorale du genre. Qu'est-ce qui est prévu pour sanctionner ceux qui ne vont pas s'y conformer? Que fait l'hôtel de ville pour gérer la question des affiches de campagne avant la campagne proprement dite? Si le siège des institutions ne s'y conforme pas, que dirions-nous de l'intérieur du pays? Qui va sanctionner alors que tous, ou presque, sont candidats? Qu'à cela ne tienne, le décor de la campagne électorale est déjà planté aux électeurs de se focaliser sur leur ticket et que le meilleur l'emporte. Scandale financier au sein de la Gécamine, les élus du Grand Katanga se sont penchés sur la question de cette entreprise publique qui traverse un climat social plus que délétère dans une administrative. Ils demandent à la ministre du portefeuille, Adel Kaïnda, de prendre des mesures administratives conservatoires contre les administrateurs de la Gécamine soupçonnés de détournement. Le scandale financier survenu à la tête de la Générale des Carrières et des Mines, Gécamine, a suscité plusieurs réactions après la sortie médiatique de l'inspecteur général des finances faisant état d'un détournement de fonds à hauteur de 10 millions de dollars par le conseil d'administration de cette entreprise publique. Préoccupés par cette situation, les députés nationaux de l'Union sacrée, membres du caucus des élus de l'espace Grand Katanga, se sont réunis pour analyser ce dossier brûlant.
En effet, depuis la publication des résultats de l'enquête de l'IGF, aucun jour ne passe sans que le fleuron de l'économie nationale, à savoir la GECAMINE, ne connaisse des mouvements intenses de protestation contre le saccage des intérêts de la République et ceux des travailleurs, consécutif à une lourde présomption de détournement. Dans une lettre adressée à la ministre du portefeuille Adel Kaïnda, les élus du Grand Katanga demandent à cette dernière de prendre des mesures administratives conservatoires à l'égard des quelques personnes citées, à savoir le PCA de la GECAMINE et quelques administrateurs, et les mettre à la disposition des instances administratives et judiciaires compétentes afin que toute la lumière soit faite, ainsi que toutes les conséquences soient prises pour ceux qui seront véritablement coupables. Les élus du Grand Katanga pensent que cette demande pressante vaut une piste pour assainir le symbole de l'économie nationale. Comme l'on pouvait s'y attendre, le procureur de la République vient de se saisir du dossier opposant la commune d'Elikassi et celle des Chituro dans la ville d'Elikassi, deuxième ville de la province du Katanga. C'est après une résistance qui ne dit pas son nom de la part de Madame la bourgmestre de la commune des Chitura, nouvellement installée et qui, selon nos câbles, aurait décidé de jeter dans sa poubelle toutes les décisions antérieures prises par son entité vis-à-vis des tierces. Ce qui devait arriver arriva. Le procureur de la République vient de se saisir du dossier opposant la commune de Likassi et celle de Chituru dans la ville de Likassi, deuxième de la province du Haut-Katanga. Des sources judiciaires, l'on apprend que toutes les parties prenantes au dossier seraient notifiées de la tenue d'une audience publique ce jeudi dans la salle d'audience du parquet de grande instance de Likassi. Il s'agit ici des communes Chituru et Likassi, la division des mines ainsi que l'entreprise Divine Land Mining. Une audience qui intervient après une résistance sans précédent de la part du nouveau bourgmestre qui aurait visiblement décidé tout simplement de jeter à la poubelle toutes les décisions antérieures, pourtant légales, prises par son entité vis-à-vis des tiers. Les interventions successives du maire de Likassi et même du gouverneur de province Jacques Yaboula, du vice-premier ministre lui-même n'ont pas fait entendre raison, la dame se considérant pratiquement comme celle qui est au-dessus des lois. Depuis l'avènement de la nouvelle équipe dirigeante de la commune de Chituru, les deux ETD ne s'accordent plus, alors qu'il y a peu, les autorités tant en province qu'au niveau national avaient déjà tranché sur le sujet. Contre toute attente, la nouvelle dame bourgmestre veut s'accaparer la part du lion, sinon toute la part. En ce qui concerne Divine Land Mining, l'extraction s'opère à la fois dans la commune de Chituru et celle de Likassi, tandis que les opérations métallurgiques se font dans la commune de Chituru. L'extraction étant principale, tandis que celle de transformation secondaire. Les experts ont convenu de la répartition telle que Chituru devrait bénéficier de 65% de la redevance et Likassi 35% en exécution du décret numéro 22/20 du 13 mai 2022 fixant les modalités de collecte, de répartition des gestion et de contrôle des quotités de la redevance minière versée aux provinces et aux ETD. Saisi, le vice-premier ministre de l'Intérieur avait rappelé au gouverneur de province l'importance de l'application de cette disposition. Jacques Yaboula Katoué, à son tour, a insisté jusqu'à effectuer à 2 reprises des descentes sur Likassi, la dernière en date sanctionnée par un procès-verbal, mais jusqu'à ce jour, rien ne semble faire fléchir la bourgmestre. La confusion est totale dans ce dossier qui contredit la politique de l'état de droit prônée par le président de la République. La résistance de la bourgmestre de Likassi est considérée comme un affront à la hiérarchie, mais aussi comme un frein dans l'élan du développement de la commune sœur. Chose surprenante, les deux responsables sont tous membres de l'Union sacrée de la nation. Le gouverneur du Tanganyika, Julie Ngungwa Moyuma, vient de doter à la police nationale congolaise de toute sa province d'un équipement complet de la tenue sur financement propre du gouvernement provincial. Reportage de Mathias Makolovera. Améliorer la présentation vestimentaire de toute la police de la province du Tanganyika, voilà cet autre exploit que vient de rééditer le gouverneur Julie Ngungwa Moyuma, qui vient de doter au commissariat provincial de la PNC 10 000 pièces d'équipement composées de 2000 tenues pimpa neuves, 2000 bottines, 2000 piles, 2000 imperméables et 2000 bérets, bref, un équipement complet. Ces équipements payés sur fonds propres du gouvernement provincial sont officiellement remis ce lundi 6 novembre 2023 au commissaire provincial de la police, le commissaire divisionnaire adjoint Aimé Claude Wassongoloua, en présence d'autres services de l'ordre et de sécurité. Nous sommes organisés ici en province
province, moi et mon gouvernement. Nous, surtout, c'est nous qui organisons la conférence de gouverneurs dans notre province. On voulait vraiment que notre police soit vraiment présentable aux yeux et devant le chef de l'État. C'est pourquoi voilà les lots des chaussures, tenues, pulls et imperméables et des Une action de ce genre est une première dans les provinces, voir un gouverneur qui pense à un équipement complet de la police de son entité, a déclaré le commissaire provincial de la police. Merci beaucoup, Excellence, du fond du cœur, au nom de toute la communauté policière du Tanganyika, ainsi qu'à mon nom propre et au nom de la hiérarchie de la police. Par cette occasion, le gouverneur Julingu Ngungwa Mwayuma et le commissaire divisionnaire adjoint Aimé Claude Wasongolua ont tour à tour lancé un appel pathétique aux jeunes filles et garçons de la province du Tanganyika de s'enrôler dans la police pour pallier aux problèmes des effectifs que connaît la province. La cellule nationale de renseignement financier poursuit sa campagne de sensibilisation autour de la loi sur les blanchiments des capitaux et le financement du terrorisme. Elle a procédé ces jours à l'ouverture d'un atelier qui a réuni plusieurs structures, notamment la Direction générale des impôts. Cette rencontre organisée par la CNRF a réuni les cadres de la Direction générale des impôts, ceux de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, ainsi que les membres de l'Interpol, en vue de répondre à la question sur les recouvrements et la confiscation des avoirs provenant des crimes financiers en vue de lutter contre les blanchiments des capitaux et les financements du terrorisme. En organisant cet atelier, la CNRF poursuit des objectifs clairs que son secrétaire exécutif précise à travers son allocution. L'objectif spécifique de cette formation est de renforcer vos capacités en matière d'enquête financière afin de vous permettre de savoir identifier, tracer, saisir, geler, enquêter, recouvrer et confisquer efficacement les avoirs provenant des crimes financiers. Les organisateurs voient en la CNRF un allié de taille pour l'atteinte des assignations devant sortir la RDC de la liste grise de la communauté internationale. La CNRF est évidemment l'outil principal, je dirais, puisque la CNRF, ce sont des spécialistes en la matière qui doivent identifier les faits, identifier les causes et délits, leur parviennent toutes les informations, toutes les enquêtes, et après ça va être transmis dans la chaîne pénale, dans le cadre de la chaîne pénale, à des magistrats spécialisés, en collaboration avec la DGI et notre service. Ces travaux qui vont se clôturer ce vendredi sont répartis en deux ateliers. L'un porte sur les investigations financières et l'autre sur les recouvrements des avoirs. En vue de s'assurer du bon fonctionnement des laboratoires en cette période d'effectivité de fin d'année, des commerçants véreux cherchent à déverser des produits impropres sur les marchés. Le directeur général de l'Office congolais de contrôle, le Dr Etienne Chimanga Mutombo, a à cette occasion effectué une visite d'inspection dans les différents laboratoires de son office. Au total, l'Office congolais des contrôles compte 84 laboratoires sur toute l'étendue de la RDC. C'est avec celui de Kinshasa que le DG Etienne Chimanga a commencé sa visite par la division gestion des échantillons, là où sont réceptionnés les différents échantillons avant leurs analyses. Ensuite, il a poursuivi son itinérance par le laboratoire de microbiologie des produits pharmaceutiques, agroalimentaires. Question pour lui de s'enquérir du fonctionnement de ces derniers et également des besoins en équipement, dit-on en grands mots, les grands remèdes. La vision pour l'amélioration dans l'avenir. On est venu ici juste parce qu'il y a eu ce qu'on veut appeler l'incident de l'incendie. Etienne Chimanga qui ne lésine sur aucun effort pour faire de cette entreprise technique et scientifique un organisme capable de préserver la santé de la population, a voulu par cette visite d'inspection appeler les agents à la vigilance. L'Office congolais des contrôles a une mission régalienne, celle de la protection de la population par l'évaluation de la conformité, en l'occurrence l'inspection, la certification, les essais ou analyses
et la métrologie. C'est dans ces cadres que toutes les marchandises et produits à l'importation et à l'exportation connaissent un contrôle de qualité. C'est ce qui explique le déplacement ce matin du numéro 1 de l'office dans les laboratoires, question de s'enquérir du fonctionnement et surtout de motiver les techniciens des laboratoires à la vigilance et au travail bien fait. Industrie du câble, le Cabelec, cette usine expérimentée dans la fabrication des fils et câbles électriques des basses tensions, a reçu ce mardi la visite d'une délégation de la Fédération des entreprises du Congo, conduite par son vice-président en charge de la commission de l'industrie, Lenny Ilendo. Cette équipe d'experts s'est réjouie du travail de qualité de la société Cabelec qui offre une large gamme de câbles BT fièrement fabriqués par le cuivre congolais produit en République démocratique du Congo. Le constat est satisfaisant. La délégation de la Fédération des entreprises du Congo fait qu'en sigle, en visite aux installations de l'usine Cabelec, se rend compte de la qualité du travail abattu par cette société 100% congolaise spécialisée dans la fabrication des câbles électriques. Cette usine basée dans la transformation du cuivre en câble, adaptée aux conditions climatiques et dont la chaîne de valeur a retenu l'attention du chef de la délégation de l'AFEC. L'usine ici, elle est unique. Du côté ouest du pays. Je pense qu'il y en a une autre du côté est du pays. Mais c'est la transformation du potentiel que nous avons en richesse. Et pour ce faire, l'AFEC se bat pour essayer d'expliquer au gouvernement l'importance d'accompagner la petite et moyenne industrie. Pourquoi ? Pour créer de la richesse, créer de la valeur ajoutée. Le Cabelec, qui veut s'affilier à l'AFEC, remplit toutes les conditions ISO et ces câbles sont destinés à toutes les catégories sociales congolaises, notamment la population, les sociétés de construction, la SNEL et autres. Et la qualité est là. Et nous nous assurons de cette qualité à toutes les étapes de la production. Je dirais au gouvernement que voilà, son désir est réalisé. Des sociétés qui transforment localement. Nous transformons localement. Le cuivre vient de chez nous et nous en faisons des câbles. Donc c'est une fierté pour nous tous Congolais de pouvoir avoir un produit local de cette qualité qui aujourd'hui se retrouve déjà au Congo-Brazzaville et en Angola. Spécialisé dans la fabrication de câbles domestiques et bureaux, des câbles industriels armés et non armés, des câbles sans halogène, le Cabelec est l'un des secteurs clés de la société Proton SA qui par ses produits et services vise le développement durable des communautés en RDC. Et pour finir, on tournait dans les territoires des Kasongo, dans la province du Maniema. Vincent Moya Kilima a palpé du doigt les réalités de la population de ce coin. Dans sa vision du développement de cette contrée, il s'engage à lutter pour résoudre certains problèmes primordiaux pour le bien-être de tous les habitants du territoire de Kasongo. Dans l'objectif de se rapprocher de plus en plus de ses frères et sœurs du territoire de Kasongo dans la province du Maniema, Vincent Moya Kilima, ce cadre de l'AFDC, parti cher à Modeste Bahati Lukwebo, a effectué une tournée dans plusieurs localités de ces territoires. Au-delà d'être une visite de courtoisie et de réconfort moral à cette population, longtemps abandonnée par ses propres représentants à tous les niveaux, cette tournée était également une occasion de palper du doigt les réalités du terrain vécues par cette population. Fils du terroir, Vincent Moya Kilima s'est imprégné de la situation et a rencontré toutes les couches sociales sans distinction. Il a également recueilli les desiderata de ses habitants qui se résument entre autres sur l'autoprise en charge, l'encadrement de la jeunesse, l'accès aux soins de santé primaires et la construction de quelques édifices. Saisissant la balle au bon et comme dans ses habitudes, Vincent Moya Kilima a promis de s'investir en vue d'essayer d'atténuer les difficultés que vivent la population de ces coins du pays. Motif de joie et de satisfaction pour ces habitants du territoire de Kasongo dans la province du Maniema qui ont promis à l'occasion de soutenir sans relâche leur coucou à Mungeli, Moya Kilima Vincent comme ils aiment bien l'appeler. D'autres localités du territoire de Kasongo dans le Maniema accueilleront dans le tout prochain jour Vincent Moya Kilima, toujours dans le cadre de sa tournée d'échange et de communion fraternelle avec la population de la province du Maniema en général et celle du territoire de Kasongo en particulier. Place au rappel des titres à présent.
C'est un sujet qui attire actuellement l'attention de l'opinion publique. La famille des chérubins Okende annonce qu'un nouvel élément de l'enquête sur l'assassinat du député national sera dévoilé ce mercredi en Belgique. Pendant 7 ans à Kinshasa, la nouvelle demande de liberté provisoire pour les journalistes Stanis Boujakira a été rejetée. Finalisation de la production du matériel électoral commandé à la société coréenne Miro System. Le constat est plus que satisfaisant selon Denis Kadima. Probable candidature unique de l'opposition à la présidentielle du 20 décembre prochain en République démocratique du Congo. Des tractations seraient en cours selon des sources proches de l'opposition. C'est ainsi se referme cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes. L'information reste en continu sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.